Bien, bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci de vous être, connectés, nombreuses et nombreux à cette webconférence, hein, qui, accueille aujourd'hui André Tricot. Donc pour ma part, je suis Denis Alamargo, professeur des universités en psychologie du développement et directeur de l'INSPE de l'Académie de Poitiers. Et donc je suis ravi de vous accueillir à cette conférence du Printemps de la recherche en éducation. Comme vous le savez, l'enjeu de cette est de promouvoir la place des recherches en éducation dans la formation universitaire et professionnelle des enseignants, des personnels d'éducation ou encore des personnels stagiaires, que ce soit en formation initiale, continuée ou continue. Et donc le thème choisi cette année par le réseau des INSPE pour cette 9e édition est celui de l'évaluation à l'école. Alors, cette thématique est traitée au cours d'un cycle de conférences, comme vous avez dû le voir dans les différentes annonces qui vous sont parvenues. Et l'idée ici, d'aborder l'évaluation à l'école du point de vue de la diversité des disciplines de recherche en et pour l'éducation. Alors aujourd'hui, je vais assurer la fonction de modérateur. Et donc, au cours de la conférence, vous allez pouvoir poser des questions au conférencier, ici André Tricot, en cliquant en bas à droite. Si vous regardez le bas de votre écran, vous avez une icône question. Et là, en cliquant sur cette icône, vous pourrez poser des questions. J'en ferai la synthèse ou je les communiquerai ensuite à la fin de la conférence, qui dure une quarantaine de minutes, à André Tricot et qui pourra s'en saisir et vous répondre. Donc, comme je l'ai évoqué à différentes reprises, j'ai le plaisir de vous présenter André Tricot, qui est professeur des universités en psychologie, qui est membre du laboratoire Epsilon, qui est un laboratoire de psychologie fondamentale à l'université Paul Valéry à Montpellier. Et il est par ailleurs co-responsable du CNESCO. D'ailleurs, il vous parlera du CNESCO et de la conférence de consensus qui s'est tenue également sur ce thème-là. Et donc, le CNESCO, le Centre national d'études des systèmes scolaires au CNAM, et donc qui va aborder avec vous ces différents points. Alors peut-être pour être encore plus précis quant à la présentation d'André, André a beaucoup travaillé sur les modèles de lecture avec Jean-François Arouet. Ils ont d'ailleurs proposé un modèle qu'ils ont testé ensuite à travers différentes expérimentations. Et au cours de sa carrière, il a orienté sa réflexion sur l'intégration des technologies numériques d'information à l'école et plus particulièrement leur utilisation pédagogique. À travers ses derniers écrits, André met en exergue la diversité des outils numériques qu'il pointe, qu'il décrit, qui peuvent être utilisés dans le contexte scolaire. Et son objectif est de montrer, à travers différentes études empiriques, en quoi ces outils qui peuvent être répandus n'en demeurent pas moins parfois inégalement performants. Et donc, c'est une approche à la fois constructive et critique de l'utilisation pédagogique des outils numériques. Et enfin, il va souligner également la nécessité de mettre en œuvre une éducation aux médias, à l'information, évidemment en tenant compte des résultats probants de la recherche. Et je laisse maintenant la parole à André qui va pouvoir développer cette thématique, mais sous un angle particulier, puisqu'il va nous parler de psychologie cognitive, de l'effet test et de la métacognition. Et donc là, nous allons avoir l'effet des évaluations sur l'apprentissage. Voilà, merci beaucoup André. Et donc je te laisse la parole et je te rejoindrai à la fin de ta conférence. Merci Denis, merci beaucoup pour ton accueil. Merci à toutes et tous de m'écouter pour cette présentation qui effectivement va porter sur l'effet test. Alors, ce que je vais présenter dans cette intervention a été abordé au cours de la conférence de consensus du CNESCO sur l'évaluation au service des apprentissages. Donc, cette question de l'effet test et de la métacognition a été abordée par Daniel Gaonac dans une présentation absolument remarquable. Et vous pouvez trouver cette présentation de Daniel Gaonac sur le site du CNESCO, à la rubrique « Conférence de consensus sur l'évaluation au service des apprentissages ». Vous allez trouver la vidéo, vous allez trouver le diaporama, vous allez trouver la transcription écrite de la conférence de Daniel Gaonac.
Donc, j'ai essayé de faire une présentation sur le même sujet, mais avec un contenu légèrement différent, voire sensiblement différent, que j'espère complémentaire, mais vous pourrez donc aller voir avec beaucoup d'intérêt la présentation de Daniel. La mienne n'est pas redondante avec la sienne. Donc, je vais faire une brève introduction sur pourquoi et quoi évaluer, simplement pour situer mon propos. Ensuite, je vais parler de cette question de l'effet test et des recherches qui ont été conduites depuis un peu plus de 100 ans sur le sujet. Et puis, dans la troisième partie, j'aborderai ce qui semble être un des points clés de l'effet test, si ce n'est le point clé de l'effet test, à savoir le feedback, la présence d'un feedback et le contenu du feedback dans les travaux sur l'effet test. Et pour conclure ma présentation, je reprendrai des éléments de conclusion de la conférence de consensus sur l'évaluation au service des apprentissages. Donc, les conclusions qui sont à la fois les conclusions de la conférence de consensus et les conclusions du jury de la conférence de consensus. Vous savez que dans chaque conférence de consensus, il y a un jury qui travaille de façon indépendante. Ces conclusions, donc, seront un propos un peu plus large que mon intervention qui va vraiment porter sur l'effet test. Donc, juste pour situer le propos, quelques remarques liminaires, simplement pour préciser que je me situe assez clairement autour de l'idée qu'il est impossible d'évaluer un élève et plus généralement un être humain. Et donc, ce ne sont pas des humains ou des élèves qu'on évalue, d'abord pour des raisons éthiques qui me semblent assez évidentes, comme je le montre sur la diapositive, mais aussi pour des raisons techniques, d'abord sur le nombre de dimensions qu'il faudrait prendre en compte si on voulait évaluer un humain, mais aussi sur la définition des dimensions pertinentes si on voulait caractériser un individu et mesurer ses dimensions. Et même si on renonçait à prendre en compte toutes les dimensions pertinentes et qu'on ne considère qu'une dimension, il me semble très difficile de définir précisément ce qu'on entend par maîtrise. Et donc, comme à l'école, on parle beaucoup de maîtrise de tel savoir ou de telle compétence et que j'ai pas l'impression qu'on sache de quoi on parle quand on parle de maîtrise, alors on a une raison supplémentaire pour douter de notre capacité à évaluer des humains pour des raisons d'abord éthiques et ensuite techniques. Donc, ce qu'on peut évaluer, ce sont bien des productions d'un élève ou d'une élève et les différences qu'il y a entre deux productions de cet élève, de sorte qu'on puisse dire, entre cette première production, mettons, qui a eu lieu le mois dernier et la production d'aujourd'hui, il y a eu des progrès ou une absence de progrès. L'évaluation s'inscrit dans le cadre d'un pari rationnel. Et là, c'est non spécifique à l'école, bien entendu. L'idée, c'est l'évaluation dont on parle, c'est une évaluation qui se situe dans le cadre de ce pari. Donc, on a un objectif à atteindre, on met en œuvre des moyens pour atteindre cet objectif. On se pose la question de est-ce que cet objectif a été atteint? Et si l'objectif n'a pas été atteint, on essaye de savoir comment on peut améliorer les moyens mis en œuvre pour la prochaine fois mieux atteindre cet objectif. Donc, l'évaluation dans le cadre du pari rationnel, c'est bien la prise d'informations sur les moyens qui ont été mis en œuvre pour atteindre l'objectif, une prise d'informations sur l'atteinte d'objectifs et la production d'inférences, la production d'hypothèses sur comment mettre en œuvre
des moyens pour mieux atteindre cet objectif la prochaine fois. Autrement dit, la production non seulement d'un constat, mais d'un diagnostic. Quand on regarde les travaux dans le domaine de l'éducation scolaire, la grande synthèse proposée par John Hattie en 2017 montre que parmi les facteurs qui ont été investigués par des recherches de type empirique, le feedback produit par l'enseignant, c'est-à-dire l'information qui est produite par une enseignante ou un enseignant dans un processus d'évaluation, est en l'état actuel des connaissances issues des recherches empiriques, eh bien, le facteur qui contribue le plus à la réussite des élèves, juste au-dessus de la relation de confiance entre l'enseignant et les élèves. Donc, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est sans doute un sujet important si ce qui nous intéresse, c'est d'exploiter des résultats de recherche au service de la réussite des élèves. Donc, cette introduction étant faite, je voudrais maintenant vous parler de l'effet test. Je vais d'abord essayer de le définir, cet effet test, et de vous montrer que disent les recherches depuis donc un peu plus d'un siècle sur le sujet. Alors, l'effet test, c'est un effet qui est très ancien. Les premières publications datent donc du début du XXe siècle. Et c'est en gros un effet qui part du constat que quand, à temps total égal, quand les élèves sont évalués pendant l'apprentissage, ils sont plus performants à l'évaluation en fin d'apprentissage que les élèves qui ne sont pas évalués pendant l'apprentissage. Autrement dit, ce sont des recherches dans lesquelles le temps donné aux élèves ou aux participants à l'expérience est le même. Les deux groupes expérimentaux réalisent une phase d'étude qui est la même, avec le même contenu, le même temps, le même ordre de présentation, etc. Au bout de la première phase d'étude, certains élèves sont évalués, tandis que d'autres ne sont pas évalués. On va leur donner juste la consigne de refaire la phase d'étude, tandis que le groupe qui est évalué est un groupe dans lequel on va donc leur demander de mettre en œuvre la connaissance, de mettre en pratique la connaissance en leur posant des questions, par exemple, et on va produire un feedback. J'ai mis entre parenthèses pratique plus feedback, parce que vous allez voir que dans les synthèses de la littérature, ce sont sans doute les deux facteurs les plus importants. Quelle pratique et quel feedback permettent d'obtenir cet effet positif de l'évaluation pendant l'apprentissage. Donc, quand on parle d'effet test, c'est de ça dont on parle, cet effet qui peut paraître un petit peu curieux. Les élèves qui sont évalués au lieu d'avoir la possibilité de réétudier le contenu qu'on leur a donné à apprendre sont plus performants que ceux qui ont eu la possibilité de réétudier. Pour comprendre la suite de ma présentation, un bref rappel. Les études que je vais vous présenter sont essentiellement des méta-analyses, c'est-à-dire des compilations de nombreuses études empiriques, et on calcule des tailles d'effets. Ce dont je vais vous parler, ce sont essentiellement des tailles d'effets moyennes, et donc c'est-à-dire qu'on va essayer de voir chaque fois, est-ce que les élèves qui étaient dans la condition avec test versus les élèves qui sont dans la condition sans test, on va essayer de voir quelle est la différence entre les performances de ces deux groupes. Et le D de Cohen ou le G de Edge que je vais utiliser est une mesure
de la distance entre les deux moyennes qui est pondérée par la distribution des performances des deux groupes. Par convention, quand les tailles d'effets que je vais vous montrer sont autour de 0,5, on parle d'effets modérés. Autour de 0,2, 0,3, on parle plutôt de petits effets. Et il faut attendre d'avoir des valeurs qui sont proches de 0,8 pour parler d'un grand effet. Et j'ai essayé de le représenter visuellement ici. On dispose sur l'effet test d'une première méta-analyse de la littérature qui a été publiée en 1991, mais qui concernait des études plus anciennes. Et donc, j'ai choisi de vous présenter la première méta-analyse récente sur le sujet, qui est une méta-analyse de Roland en 2004. Dans cette méta-analyse, il compile 61 études qui ont été publiées ou rapportées, c'est-à-dire que l'auteur a aussi choisi d'intégrer dans son analyse des études qui n'ont pas été publiées, mais pour lesquelles il existe des rapports de recherche, entre 1975 et 2013. L'effet moyen est de 0,50, c'est-à-dire qu'on est là exactement sur ce qu'on, par convention, on considère comme un effet modéré. Une autre façon de rendre compte de cette première synthèse de la littérature, c'est que sur les 61 études analysées par Roland, 81 ont obtenu un effet en faveur du test. C'est-à-dire dans 80% des études, les participants qui étaient dans la condition avec cette évaluation pendant la phase d'apprentissage ont été plus performants que ceux qui ont eu la possibilité de réétudier le matériel qui leur était soumis. Un résultat important de cette méta-analyse, c'est que la taille moyenne d'effet qui est de 0,50 en moyenne est de 0,69, donc on se rapproche vraiment d'un grand effet quand l'intervalle entre les sessions était supérieur à 1 jour, ce qui est un résultat majeur du domaine souvent cité dans la littérature. Et deuxième résultat majeur de cette étude, c'est que quand on considère les études où le test, l'évaluation pendant l'apprentissage qui était proposée était bien avec feedback, on obtient un effet beaucoup plus fort que quand on parle d'une étude avec un test sans feedback. Donc, l'intervalle entre les sessions et l'existence d'un feedback pour cette évaluation produisent des effets importants. Deux caractéristiques importantes de cette littérature. Premièrement, comme beaucoup d'études de cette époque-là, les tâches sont des tâches de mémorisation littérale. Autrement dit, ce sont des tâches qui correspondent à une réalité scolaire finalement assez rare. Si vous enseignez à des élèves, vous savez que les tâches de mémorisation de listes de mots sont quand même assez peu fréquentes en contexte scolaire. Et deuxième résultat important, les 3/4 de ces travaux concernent de la recherche en laboratoire et pas de la recherche dans des salles de classe. Je me rends compte qu'il y a une erreur sur cette diapo, c'est des publiés entre 1975 et 2003, pas entre 1975 et 2013, pardon pour cette erreur. Il y a une recherche un peu plus récente qui a été publiée en 2017 par le collègue maintenant canadien, Adesop, qui a pu, bien entendu, en faisant cette méta-analyse 13 ans après, pu analyser plus d'études. Il a obtenu une taille d'effet supérieure à la précédente,
et de façon très intéressante, il a analysé avec ses collègues les effets de la tâche qui était utilisée au moment de l'évaluation. Autrement dit, l'évaluation qui était proposée était, je parle bien de l'évaluation pendant l'apprentissage. Est-ce que c'était un rappel libre, un rappel indicé? Est-ce que c'était plutôt un QCM, une réponse courte, un format mixte, c'est-à-dire qui associait différentes de ces possibilités? Est-ce que c'était autre ou est-ce que c'était non renseigné dans la recherche? Et le format mixte que vous voyez ici, c'est-à-dire une association de plusieurs types de tâches d'évaluation, est ce qui donne les meilleurs résultats. Et l'idée qu'on a non seulement un effet du temps entre les sessions, mais un effet du feedback et un effet de la tâche commence à nous dessiner, je crois, une bonne idée de ce que c'est que cet effet test au service de l'apprentissage. Il y a, semble-t-il, ces 3 caractéristiques qui sont importantes: le délai temporel, la présence d'un feedback et l'utilisation d'une tâche d'apprentissage plus pertinente que les autres. Il y a une autre méta-analyse publiée la même année, bon, qui est un peu anecdotique, j'imagine, pour la majeure partie des personnes qui sont ici. Ce sont des études qui ne concernent que des cours de psycho, avec des étudiantes de psycho. Alors, elle a un petit intérêt, cette étude, ce ne sont que des études en classe, avec des vrais étudiants et des vrais enseignants. Ce ne sont pas des manips de laboratoire et ce ne sont pas que des manips de type apprendre des listes de mots. Donc, il y a une certaine validité écologique dans dans le choix des études qui ont été analysées. La taille de l'effet est entre les deux. L'effet positif obtenu dans 3/4 des effets analysés. Et toujours une supériorité de la condition avec feedback par rapport à la condition sans feedback. Et peut-être que la méta-analyse la plus intéressante est celle qui a été publiée pardon, par Yang et ses collaborateurs en 2021, qui donc, plus récente que les autres, a pris en considération un plus grand nombre d'études. Et ce ne sont que des études conduites en classe. Et il n'y a aucune étude de laboratoire dans le choix des publications de Yang et ses collaborateurs. Et on trouve encore une fois une taille d'effet qui est comparable à celle que j'ai évoquée précédemment. On est vraiment autour du 0,5, c'est-à-dire un effet positif, franchement positif, mais modéré. Ces auteurs ont, comme Adesop tout à l'heure, aussi analysé l'effet de la tâche, hein, c'est-à-dire la pratique proposée aux élèves pendant cette phase d'évaluation au cours de l'apprentissage. Et eux aussi ont obtenu des effets vraiment importants de la tâche, comme vous le voyez. Certaines tâches produisent des effets qui sont très au-dessus de ce 0,5 et d'autres tâches produisent des effets qui sont bien en dessous. Donc, encore une fois, on voit que l'effet test, pardon, est encore une fois obtenu, alors qu'on a quitté le laboratoire et qu'on est dans la salle de classe. La taille de l'effet est le même et le type de tâche semble avoir un effet majeur sur la production de cet effet.
Donc voilà, on a un siècle et quelques années d'études de l'effet test, des milliers de publications sur l'effet test et plusieurs méta-analyses de ces études empiriques qui sont disponibles. Je vous en ai rapporté quelques-unes. Vous en trouverez quelques autres si vous faites une recherche sur les méta-analyses. Je vais arrêter avec les méta-analyses et le recensement des différents effets, tailles d'effets obtenus, encore une fois en fonction du délai, en fonction du feedback et en fonction de la tâche, pour maintenant m'intéresser à une autre littérature, une synthèse, encore une fois, qui a été publiée par Rodiger et ses collaborateurs, Rodiger étant sans doute le meilleur ou un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'effet test, qui ont, eux, analysé la littérature, non pas pour mesurer la taille de l'effet, mais plutôt la littérature qui essaye de comprendre les raisons pour lesquelles l'effet test fonctionne. Autrement dit, quels sont les processus à l'œuvre dans cette situation où les élèves sont interrogés pendant l'apprentissage, doivent mettre en œuvre la connaissance et recevoir un retour. Dans cette synthèse de la littérature, il y a presque une dizaine d'explications qui ont été recensées. Je vais vous les présenter maintenant. La première est que l'évaluation en cours d'apprentissage permet à l'élève d'identifier les lacunes qu'il ou elle a en termes de connaissances, puisqu'il bénéficie d'un feedback sur la réussite à la tâche. Les travaux dans le domaine montrent aussi que quand on propose plusieurs sessions d'apprentissage consécutives, les élèves qui sont dans la condition effet test ont tendance, pour la prochaine session, à s'engager plus dans l'apprentissage et à apprendre plus. Donc, il y aurait un effet cumulatif de l'effet test sur les apprentissages. On a aussi un effet de l'effet test en termes d'organisation des connaissances en mémoire. On a un effet qui est attesté sur le transfert des connaissances, c'est-à-dire non seulement un effet test qui est obtenu quand l'évaluation en fin d'apprentissage est identique à l'évaluation en cours d'apprentissage, mais aussi quand l'évaluation en fin d'apprentissage est différente de l'évaluation en cours d'apprentissage. On a aussi le fait que, encore une fois, hein, quand on fait une évaluation en fin d'apprentissage qui est différente de l'évaluation qui est en cours d'apprentissage, les travaux montrent que ça permet de mobiliser des connaissances, même si elles n'ont pas été préalablement évaluées. Bien entendu, on a un effet sur le contrôle métacognitif, c'est-à-dire la façon dont un élève peut décider, de façon délibérée, de mettre en œuvre ou de ne pas mettre en œuvre telle connaissance. L'effet test prévient l'interférence avec les contenus préalables quand on aborde un contenu nouveau. Autrement dit, on a un deuxième élément sur l'effet test qui corrobore, qui va dans le même sens que cet effet d'amélioration de l'organisation des connaissances. Autrement dit, ça n'aurait pas qu'un effet, si vous voulez, de type apprentissage par cœur, mais bien un effet, semble-t-il, un peu plus profond que celui-là. Une autre explication de la puissance de l'effet test, c'est que ça ne fournit pas qu'un retour aux élèves, ça fournit aussi un retour aux enseignants et aux enseignantes, de sorte que dans des approches multi-sessions, le fait qu'il y ait eu un test pendant la première session peut permettre à l'enseignant de réguler, de changer la deuxième session, en termes plus francophone ou français même, si au cours d'une séquence, je vais pouvoir mieux réguler
l'enchaînement des séances et mieux préparer la prochaine séance si j'ai fait de l'évaluation en cours de séance pour la première. Et enfin, la fréquence des tests en cours d'apprentissage a un effet positif sur la motivation des élèves, sur leur engagement dans l'apprentissage. Donc, on dispose de 2 types de littérature de synthèse sur l'effet test. D'abord, des synthèses sur des performances avec ces 3 effets que j'ai évoqués et ces 3 facteurs que j'ai évoqués et une littérature qui essaie de faire la synthèse des processus qui expliqueraient l'effet test. Autrement dit, je viens de montrer que l'évaluation pendant l'apprentissage est efficace, que cet effet test est surtout obtenu quand il y a un feedback et que les processus qui sont explicatifs de cet effet test sont essentiellement, comme vous l'avez compris dans la diapositive précédente, des effets de type métacognitif. Alors, je vais maintenant glisser progressivement vers la partie suivante en disant que ici, on a vu une évaluation avec l'effet test, qui est une évaluation au service de l'apprentissage. C'est bien évaluer pendant l'apprentissage pour améliorer l'apprentissage. Mais effectivement, quand on s'intéresse à l'évaluation en contexte scolaire, on peut voir que l'évaluation a d'autres fonctions. Elle ne sert pas que à aider à apprendre, elle peut servir à sélectionner, elle peut servir à valider, par exemple, l'obtention d'un diplôme. Elle peut essayer d'être plus du côté de la motivation, plus du côté de la régulation de l'apprentissage, plus dans le domaine du dépistage, de difficultés, de troubles, etc., où l'évaluation, elle peut porter non pas sur les productions des élèves ou leur apprentissage ou leur progrès, mais sur le système lui-même. Autrement dit, les fonctions qu'on fait jouer à l'évaluation scolaire sont extrêmement différentes et l'effet test ne porte que sur cette évaluation-là qui, ça tombe bien, était l'évaluation qui nous a intéressés dans le cadre de la conférence de consensus du CNESCO. Quand on évalue les performances d'un élève, les productions d'un élève, on peut aussi essayer de faire un diagnostic, c'est-à-dire d'expliquer les raisons pour lesquelles la production d'un élève ne correspond pas à la production qui était attendue. Je fais cette diapo simplement pour dire que quand on s'intéresse à l'évaluation, il me semble absolument fondamental de faire la différence entre le constat et le diagnostic. Le constat, c'est bien un constat de différence entre la production qui était attendue et la production qui a été observée. Le diagnostic, c'est un discours causal, c'est la recherche d'une cause de cette différence entre la production attendue et la production effective. Et je fais cette diapo parce qu'on va passer à l'effet du feedback, c'est-à-dire que pour produire un feedback, c'est-à-dire véritablement informer l'élève sur sa production, on n'a pas que le constat, la production ne correspond pas à la production entendue, mais on a bien une histoire de diagnostic, c'est-à-dire d'explication de pourquoi la production effective de l'élève ne correspond pas à la production attendue. Et donc, cette distinction entre constat et diagnostic est au cœur des travaux sur le feedback que je vais vous présenter maintenant. Alors, pardon. Les travaux sur le feedback montrent en effet, donc là c'est la synthèse de John Hattie, qu'il y a des feedbacks, des messages informatifs dans le processus d'évaluation qui améliorent l'apprentissage, tandis que d'autres sont moins efficaces sur les apprentissages. Et donc, il y a une littérature absolument considérable sur
le contenu de ces retours informationnels que je vais maintenant détailler un peu plus avec une autre publication de John Hattie, qui est celle qu'il a faite avec sa collègue Tim Perley en 2007. L'évaluation, les recherches sur l'évaluation efficace, sur le contenu du feedback le plus efficace, montrent que le contenu du feedback le plus efficace pour l'apprentissage sont des évaluations qui répondent à 3 questions avec une belle faute d'orthographe. Quel est le but à atteindre? Où est-ce que j'en suis par rapport à ce but à atteindre? Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et les contenus de ce feedback, l'information donnée, peut porter sur la tâche à réaliser, sur les processus à mettre en œuvre, sur la régulation à mettre en œuvre ou sur le soi. Et ce qu'ils proposent, ces auteurs, c'est de croiser ces focus de l'évaluation et ces niveaux de l'évaluation pour aboutir à un tableau avec ces 4 colonnes et ces 3 niveaux. Donc, l'évaluation à propos du but, quand elle porte sur la tâche, voilà le type de contenu du feedback. Quand elle porte sur le processus, voilà le contenu du feedback. Et quand elle porte sur l'autorégulation, voilà le contenu du feedback. Si on continue ce tableau croisé, quand maintenant on n'est plus sur le but, mais sur la manière, voilà un contenu de feedback au niveau de la tâche, un contenu du feedback au niveau du processus et un contenu au niveau de l'autorégulation. À propos de la prochaine étape, quoi faire la prochaine? Voilà un feedback, un type d'information à propos de la tâche, un type d'information à propos du processus et un type d'information à propos de l'autorégulation. Et enfin, sur le niveau du soi, les auteurs rappellent que la littérature sur le feedback n'est pas tellement efficace quand elle porte sur les personnes, comme je l'ai dit en introduction de cette présentation. Et de façon paradoxale, même les feedbacks positifs centrés sur le soi n'ont pas forcément à long terme un effet très bénéfique sur les apprentissages des élèves. Enfin, je voulais vous signaler un papier qui vient de paraître, qui me semble extrêmement intéressant, car il propose une perspective un peu plus large et un peu plus complète que les travaux sur le feedback ou l'effet testing, même si c'est toujours la question de la détection et de la correction de l'erreur, mais c'est un modèle qui intègre, prend ensemble en considération la tâche d'apprentissage, les connaissances préalables de l'élève sur le contenu et les connaissances sur l'apprentissage autorégulé, et vont ensuite essayer d'analyser, enfin, de prendre en considération l'analyse des réalisations, des productions ou des réponses de l'élève. Donc, j'ai trouvé ce papier extrêmement intéressant, car de mon point de vue, il annonce des travaux, pas que de mon point de vue d'ailleurs, c'est du point de vue des auteurs eux-mêmes, il annonce des travaux futurs, il donne un peu un cahier des charges pour une approche un peu plus large de l'étude des, des processus impliqués dans l'évaluation en cours d'apprentissage. Voilà, la partie sur l'effet testing est finie. Je vais maintenant la mettre en perspective avec les conclusions de la conférence de consensus. Finalement, au cours de cette conférence de consensus sur l'évaluation au service des apprentissages, on a vu que l'évaluation était à la fois la meilleure et la pire des choses. Elle est la meilleure des choses par, entre autres, ce que je viens de vous présenter. L'évaluation, ce n'est pas un accessoire des apprentissages scolaires, mais bien qu'on vient de le voir,
elle est au cœur des apprentissages. L'évaluation, elle se fait pendant l'apprentissage. Et quand les élèves sont évalués pendant l'apprentissage, ils apprennent mieux que quand ils sont évalués qu'en fin d'apprentissage, avec les 3 aspects que je viens d'évoquer. L'évaluation est aussi la pire des choses parce qu'elle produit des effets délétères, notamment quand on confond les fonctions de sélection, les fonctions de classement des élèves et la fonction d'évaluation au service des apprentissages. Autrement dit, il y a des situations dans lesquelles les élèves reçoivent des messages qui concernent plus du classement, du positionnement par autrui, voire de la sélection, alors qu'il n'y aurait pas lieu de donner ce type de message, mais plutôt de centrer le message évaluatif sur l'apprentissage, comme on vient de le voir. Et donc, peut-être que une des choses extrêmement simples et extrêmement fondamentale qui a été dite au cours de cette conférence de consensus, c'est qu'il faut sans doute bien choisir les fonctions de l'évaluation au moment opportun pour ne pas risquer cet effet de contamination de la sélection du classement à des moments de classe où il n'est absolument pas question de classement ou de sélection des élèves. Et les travaux de la conférence de consensus ont guidé, ont informé pardon, le jury, qui ensuite a élaboré des pistes structurantes pour l'avenir. Et je vous encourage vraiment à aller lire les, les conclusions et les recommandations du jury qui sont impressionnantes de vue globale. C'est pas voir les choses par le petit bout de la lorgnette, mais il y a vraiment une approche complète de l'évaluation qui est proposée par le jury de la conférence de consensus. Et les recommandations du jury de la conférence de consensus sont organisées en deux axes. Et une des choses sur lesquelles je trouve que le jury a vraiment beaucoup insisté, qui est de dire attention, l'évaluation au service des apprentissages, c'est bien le quotidien de la classe, c'est bien à chaque fois une enseignante, un enseignant à ses élèves, mais ça n'est qu'en abordant cette question de l'évaluation de façon globale, c'est-à-dire en incluant la formation des enseignants, en incluant le pilotage, en incluant tous les aspects de gestion du système éducatif, de pilotage des politiques éducatives et des établissements, qu'on arrivera ensemble à avancer. Et c'est bien cette vue large sur l'évaluation qui me semble porteuse d'un message non naïf et d'un message qui va permettre à notre communauté d'avancer ensemble sur l'évaluation. C'est en tout cas ce que j'espère. Et encore une fois, je vous encourage vivement à aller lire les recommandations du jury qui a donc travaillé de façon totalement indépendante du CNESCO. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie et je pense, en tout cas j'espère, avoir tenu le temps. Merci beaucoup André pour cette conférence passionnante qui nous a permis de bien cerner les effets de l'évaluation des tests et l'ensemble de la problématique relative à la mise en œuvre dans les classes, dans l'éducation et au bénéfice de la réussite de nos élèves, ce qui, je pense, nous préoccupe toutes et tous. Des questions ont été posées durant ta conférence, André. Donc, outre des félicitations comme une très belle intervention riche et pleine de sujets de réflexion, il y a ensuite quelques questions, enfin plusieurs questions que je vais te transmettre. Et en l'occurrence, des questions parfois de demande d'approfondissement, d'éclaircissement ou des questions un peu plus larges de positionnement et qui souhaitent recueillir ton avis. Première question, le feedback sans le processus de remédiation est-il porteur pour l'apprenant ?
Alors là, il faudrait que je discute avec la personne qui a posé cette question pour savoir que veut dire le mot remédiation dans sa question. Mais les travaux sur le feedback, en gros, ce sont bien des travaux qui montrent que euh, pour être efficace, le feedback, c'est bien un retour informatif à l'élève qui lui dit, premièrement, est-ce que ta production correspond à ce qui était attendu ou pas? Deuxièmement, pourquoi ta production ne correspond pas à ce qui était attendu? Donc, il y a bien une explication, un diagnostic de l'erreur. Et ensuite, comment mieux faire la prochaine fois? C'est-à-dire, quand tu vas te retrouver dans ce type de situation, voilà, par exemple, quelles connaissances il faut mobiliser que tu n'as pas mobilisé cette fois-ci, quel point d'attention tu vas devoir porter, tu vas devoir prendre en compte, etc. Donc, il me semble que le feedback ainsi défini, le constat, le diagnostic et comment faire, mieux faire la prochaine fois, pour moi, ça me semble finalement une assez bonne définition de ce qu'on pourrait appeler la remédiation. Mais je ne sais pas si la personne qui a posé cette question entend autre chose par le mot remédiation. D'accord. Merci beaucoup, André. Une autre question peut-être plus ponctuelle. Est-ce que tu pourrais expliquer la mise en correspondance, la notion de mise en correspondance telle que présentée dans la méta-analyse de Yang? Alors, je m'attendais à cette question parce que j'ai été effectivement assez mal à l'aise pour traduire la tâche de matching. Hein. Donc, alors en psycho, malheureusement, on connaît bien cette tâche de matching. Hein, en gros, c'est donc j'ai voulu traduire par mise en correspondance, mais peut-être que j'aurais mieux fait de laisser le mot matching. Ce sont bien des tâches dans lesquelles on a des éléments, plusieurs éléments d'un côté, plusieurs éléments de l'autre, et on doit les mettre en relation. Et c'est ça, hein, c'est des tâches d'appariement. Voilà, j'ai préféré utiliser le mot mise en correspondance que appariement au matching, mais c'est bien de ça dont je parle. Merci beaucoup. Une question peut-être encore plus précise. Comment expliquez-vous un effet important des phrases à trous pendant l'évaluation des apprentissages, notamment les tâches décrites en 2021 par Young, toujours? Ouais. Les phrases à trous, c'est sans doute des situations d'apprentissage dans lesquelles comment dire, la mise en contexte de la connaissance est un peu plus riche que dans des questions courtes ou des QCM, puisque là, c'est bien une mise en contexte, et peut-être que ce sont des tâches un peu plus accessibles que des tâches véritablement de rappel libre, qui, elles, peuvent, comme on le sait, être un peu plus exigeantes. Donc, peut-être que les phrases à trous présentent un bon équilibre entre une certaine recherche, une certaine élaboration. Je ne peux pas répondre au hasard, je ne peux pas répondre, et une certaine accessibilité de ce type de tâche. Peut-être que, je dis bien peut-être, hein, je n'ai aucune certitude sur le sujet, peut-être un bon équilibre entre, on va dire, complexité, profondeur et accessibilité. D'accord. Et une question qui lui est liée, est-ce que selon toi, ou les travaux plus exactement, le type de questions posées, QCM, rédaction d'un court texte, a une influence? Alors tu viens en partie d'y répondre, mais peut-être l'élargir aux autres types d'items. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un résultat important de la littérature sur l'effet test, c'est que le type de tâche a un effet majeur sur l'efficacité de l'effet test. Je tiens à préciser que là, je n'ai présenté que la littérature qui s'intéressait au type de tâches pour l'évaluation en cours d'apprentissage, mais il existe le pendant, c'est-à-dire une littérature qui a analysé l'effet de la tâche
à l'évaluation finale. Et donc, j'ai choisi de faire l'impasse pour tenir dans les 40 minutes, mais vous trouverez aussi cette littérature sur l'effet de la tâche en fin d'apprentissage. Donc, les deux littératures existent et le choix de l'évaluation, du type d'évaluation en fin d'apprentissage produit aussi des effets importants du type de tâche. D'accord. On va prendre un peu plus de recul historique avec une question peut-être un peu polémique. Comment, après un siècle, tout cela ne passe-t-il pas ou encore très peu dans les classes? Autrement dit, ces résultats, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui partie intégrante des pratiques finalement? Alors, Quelle je crois explication que, as-tu à ça? ouais, ouais, ouais. Je crois que effectivement, c'est une question. Je ne sais pas si elle est polémique. Moi, je la trouve très, très, très intéressante, très importante. Je crois que il y a une première chose, c'est que j'ai essayé. Je ne sais pas si c'était suffisamment explicite, mais j'ai essayé d'être d'abord critique sur cette littérature sur l'effet test, parce qu'il faut bien dire que pendant longtemps, la littérature sur l'effet test, c'était sur des tâches d'apprentissage de liste de mots. Et donc, la validité pour les salles de classe était très faible. C'était de la recherche en psycho, hein, la fameuse psychologie des listes de mots, où on doit apprendre par cœur une liste de mots, qui est peut-être intéressante en psychologie cognitive, mais qui, quand vous en parlez en formation d'enseignant, peut sembler assez peu pertinente dans beaucoup de disciplines où les apprentissages scolaires ne consistent pas à apprendre des listes de mots. Il a fallu vraiment attendre la dernière génération des travaux sur l'effet test qui sont allés dans les salles de classe et qui ont montré l'efficacité de l'effet test dans des vraies classes avec des vrais élèves pour des vraies situations d'apprentissage scolaire pour accroître un petit peu la validité externe, hein, la validité écologique de ces travaux. Je crois que c'est la première raison. La seconde raison, c'est qu'effectivement, c'est sans doute que, en tout cas, dans l'étude du CNESCO, ça a été un résultat majeur, c'est que en France, quand on les interroge, par rapport à d'autres pays, les enseignants français se sentent peu formés sur l'évaluation. La formation des enseignants en France est comparativement à d'autres pays assez courte. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder au cours de l'évaluation. Et les enseignants en France, voilà, majoritairement, encore une fois, comparativement à d'autres pays, se semblent peu armés sur l'évaluation. Et comme toujours, hein, quand on est peu armé, on a tendance à refaire ce qu'on a subi quand on était élève plutôt que de partir dans des directions. Donc il y a cette idée de... Et peut-être le dernier point, toujours par comparaison à d'autres pays, on a des éléments sérieux qui montrent qu'en France, l'immense majorité des évaluations sont complètement sous la responsabilité des enseignants dans leur classe. Les évaluations standardisées, les évaluations externes, ont une très faible place en France. Hein. On a les évaluations à l'entrée en sixième, mais voilà, ce type d'évaluation, évaluation standardisée, qui en France, dès que ça devient standardisé, ça devient des grosses évaluations nationales, etc., ont une faible place, ce qui fait que les enseignants dans leur quotidien se sentent assez peu formés sur la question de l'évaluation, sont pleinement responsables de la totalité des évaluations et ne sont pas soutenus par des outils d'évaluation standardisés qui seraient en quelque sorte, hein, dont ils partageraient le quotidien. Ce sont mes trois hypothèses. Ce ne sont bien entendu que des hypothèses. Et André, une question, nous avons encore du temps devant nous, donc peut-être une question qui va nécessiter de ta part un peu plus d'approfondissement par rapport à la conférence. Parce que tu as parlé de régulation, et là, on te pose la question de la métacognition qui ne semble pas avoir été abordée complètement ou aussi pleinement qu'attendu. Comment est-ce que tu pourrais situer la métacognition et son rôle, son intérêt dans l'effet test? Alors, effectivement, peut-être c'était tellement clair dans ma tête que ça n'était pas été traduit dans mes mots,
Mais effectivement, l'idée, c'est que quand on cherche à comprendre comment fonctionne l'effet test, l'effet test, il sert essentiellement à l'élève à prendre conscience, des attendus de l'apprentissage. Autrement dit, ça répond à la question qu'est-ce que je dois apprendre, quel type de production je dois avoir pour réussir l'évaluation de cette fin de séquence. Donc, première composante métacognitive, ça améliore la connaissance du but de l'apprentissage, qui est une composante essentielle de la métacognition. Deuxièmement, deuxième aspect métacognitif, les situations d'évaluation en cours d'apprentissage renseignent très fortement l'élève sur la distance qu'il y a entre le but d'apprentissage et l'état actuel. Autrement dit, c'est une évaluation, enfin, ça renseigne l'élève sur la distance, sur le chemin à parcourir pour atteindre le but. Donc là, c'est sur la composante auto-évaluatrice de la métacognition. Et peut-être que le plus important des processus métacognitifs, c'est quand le test plus le feedback contribuent à des aspects d'autorégulation de l'apprentissage. C'est-à-dire que je reçois un message qui non seulement me dit quel était le but à atteindre et à quel point je suis proche ou loin du but à atteindre, mais un message qui me dit comment je vais devoir changer ma façon d'apprendre, comment je vais devoir au contraire maintenir ma façon d'apprendre, comment je vais devoir plus investir, changer d'investissement pour réussir l'apprentissage. Et donc le testing effect, l'effet test aurait bien un effet sur la représentation du but, la représentation de la distance au but, donc l'auto-évaluation, et sur l'autorégulation. Donc c'est vrai que c'était, pardon si j'ai été maladroit là-dessus, mais ça me semble, j'ai l'impression que le cœur de l'effet test, c'est bien de la métacognition avec les aspects de but, d'auto-évaluation et d'autorégulation. Merci beaucoup, André. C'est très clair. Tu as bien replacé les différents constituants de la métacognition qui, de fait, étaient la moelle épinière de ta présentation. D'autres questions portent sur la notion d'équité ou d'évaluation inéquitable, et notamment, tu vois, par exemple, dans quelle mesure peut-on intégrer la notion de progrès par rapport à l'évaluation précédente, c'était le début de ta conférence, essayer de comparer et d'évaluer les progrès. Et donc, dans quelle mesure on peut présenter aux élèves cette évaluation chiffrée sans risquer d'être accusé d'inéquité? Ce qui me semble intéressant dans les travaux sur l'effet test, c'est bien qu'effectivement, l'effet test fonctionne en one shot, c'est une fois sur une séance, mais l'effet test montre une grande puissance dans l'enchaînement, la succession de j'ai une phase d'apprentissage, une phase d'évaluation, puis une deuxième phase d'apprentissage, une évaluation, etc. Et cet effet long terme de l'effet test. Et dans la dernière méta-analyse que j'ai évoquée, il y a même des études qui portent sur de l'effet test qui a été mis en œuvre sur des périodes qui dépassent plusieurs mois, sur des semestres entiers. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. L'idée, c'est quoi? C'est que l'effet test peut vraiment être mis au service d'une évaluation centrée sur les progrès de chaque élève. Et donc, une évaluation qui est centrée non pas sur la comparaison entre élèves, sur le positionnement d'un élève par rapport aux autres élèves de la classe, mais d'un positionnement de l'évaluation qui a chaque fois 2 points de référence, l'écart à l'objectif à atteindre et l'écart
à l'état antérieur de l'élève. Et donc, une évaluation centrée sur la maîtrise et une évaluation centrée sur le progrès me semble complètement au cœur de ce que permet cet effet testing. Hein. Si on le traduit de façon très concrète, l'effet testing, c'est quelque chose de... L'effet test, c'est quand même quelque chose d'extrêmement simple. C'est pendant que j'enseigne, je demande aux élèves de mettre en œuvre la connaissance qu'on est en train de travailler et je leur fournis un retour sur comment ils ont mis en œuvre la connaissance qu'on est en train de travailler. Hein. Donc, je crois que l'effet test, il faut faire attention. Hein. C'est un vocabulaire qui semble un peu spécifique, mais c'est rien d'autre que faire des exercices d'application en classe. Hein. C'est de ça dont on parle. Hein. C'est bien pendant le temps de l'enseignement, il y a du temps de mise en œuvre de la connaissance avec un retour. Et je crois que ça, c'est vraiment hautement compatible avec une évaluation centrée sur la maîtrise et centrée sur le progrès, qui me semble être, en l'état actuel des connaissances, l'évaluation la plus équitable et la plus au service de l'apprentissage. Merci André pour cette précision. Alors, le temps passe vite, on arrive à la fin de ce moment d'échange. Peut-être juste une dernière question, si tu es d'accord, très courte, où parfois l'évaluation telle qu'envisagée peut être appelée chiffrée ou alors sommative à base de notes. Évidemment, la question de l'évaluation par compétence est posée et je voudrais que tu éclaircisses la notion sans doute plus générique d'évaluation telle que tu la conçois. L'idée, et là je vais vraiment reprendre plutôt les propos de la conférence de consensus que les miens, parce que j'ai trouvé que la conférence de consensus a véritablement fait un apport sur beaucoup de points dans celui-là. L'idée, c'est de dire qu'il nous semble qu'aujourd'hui, on a dépassé la question de l'évaluation chiffrée ou non chiffrée sur les compétences ou je ne sais pas quoi. L'idée, c'est plutôt de dire que l'évaluation en contexte scolaire a plusieurs fonctions. Par exemple, je ne sais pas, le concours du CAPES, là, on est en plein dedans, il y a un classement et à certains moments, on a besoin de notes et on a même besoin de moyennes pour classer et pour décider que ça, c'est les gens qui ont obtenu ceux qui ont réussi ce concours et ça, c'est ceux qui n'ont pas réussi ce concours et avec cette barre horrible qui est que parfois, entre le dernier reçu et le premier collé, il y a un dixième de point, parfois même moins d'un dixième de point. Ça, c'est la fonction de classement et elle a toute son utilité, la fonction de classement, au moment où on fait un concours. Au moment du baccalauréat, l'évaluation, elle est basée sur des notes et elle est basée sur des moyennes. Et pareil, on a le baccalauréat où on ne l'a pas, on a une mention où on ne l'a pas. Et l'idée, c'est que ces fonctions de l'évaluation qui font appel à des notes, des moyennes, des comparaisons, sont absolument légitimes, mais dans le contexte concours, dans le contexte examen. Et l'idée, c'est juste de dire, dans le contexte de la classe, quelle est la fonction de l'évaluation? Dans le contexte du quotidien de la classe, en fait, l'évaluation telle qu'on vient de la définir, hein, c'est-à-dire demander aux élèves de mettre en œuvre la connaissance et leur fournir un retour sur cette mise en œuvre, eh ben, l'évaluation est omniprésente dans la classe. Mais ça ne donne pas lieu à chaque fois à une notation. La question, c'est juste à quel moment dans cette évaluation au cœur des activités de la classe, à quel moment j'ai besoin d'une note? À quel moment vraiment la note va ajouter quelque chose à ce processus d'apprentissage en classe? C'est un peu comme ça, me semble-t-il, que la conférence de consensus nous a permis de penser. La bonne question, c'est quelle est la fonction de l'évaluation que je vise? Merci beaucoup André Tricot, donc qui, je le rappelle, vient de nous parler de la psychologie cognitive, de l'effet test, de la métacognition. Donc voilà, une conférence riche qui a suscité plus de questions. J'ai eu le temps de te les retransmettre. Je rappellerai juste peut-être pour l'ensemble des personnes connectées que la conférence est bien enregistrée. Vous pourrez donc la revisionner ou la partager. Et par ailleurs, oui, il est possible d'obtenir les slides de la conférence, et donc en vous adressant au réseau des INSPE, et notamment à Marianne
Salomon, vous pourrez tout à fait obtenir les différents slides. Voilà, je peut-être juste vous informer que la prochaine webconférence se tiendra le 6 avril à 14h30, donc avec la même procédure. Et là, nous entendrons Dominique Lafontaine, qui est professeur au département des sciences de l'éducation à l'Université de Liège et qui parlera, là aussi c'est un thème qui est lié, des feedbacks, un indispensable soutien aux apprentissages, donc toujours dans ce thème du rôle de l'évaluation à l'école. Merci beaucoup André, et puis Merci. bien écoute, je ne te souhaite pas un très bon retour à Montpellier puisque tu es de fait publié, et merci à tous les collègues et j'ai vu doctorants, etc., qui ont pu se connecter aujourd'hui. Je pense que c'est un apport très important que tu nous as fait, André, et crucial pour la conception de la formation des enseignants également. Merci à toi. Merci Denis, merci à toutes et à tous. Au revoir.